Mesdames et messieurs, bonjour. On se retrouve dans ce journal de 15 heures, mesdames et messieurs, au sommaire de l'actualité. Sous la présidence du chef de l'État, les travaux de la 18e séance du Conseil des ministres s'est tenue en ce mardi 26 novembre 2024. Un nouvel mondial à présent au Liban, 10 morts dans des frappes israéliennes, espoir de trêve imminent. Les détails dans ce journal de cet après-midi. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs, je vous le disais dans les titres, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 18e séance du Conseil des ministres en ce mardi 26 novembre 2024. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour, le rapport avec le porte-parole du gouvernement. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 18e séance du Conseil des ministres en ce mardi 26 novembre 2024. Étaient inscrites à l'ordre du jour 9 questions. La première question est relative à un projet de loi de finances portant budget initial de l'État pour l'exercice 2025. Le budget de l'État pour l'exercice 2025 est présenté en équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 158 milliards 426 millions de francs Djibouti, soit une hausse de 6 milliards 198 millions de francs Djibouti, équivalent à un taux de croissance de 4% par rapport au budget rectificatif de l'exercice 2024. L'élaboration du projet de budget pour l'exercice 2025 intervient dans un contexte international empreint d'une croissance économique, mais demeurant fragile en raison de la persistance des tensions géopolitiques en Europe, au Moyen-Orient, ainsi que dans la sous-région. Dans ce cadre et face aux défis majeurs liés à l'instabilité et au climat de tension, la République de Djibouti continue de faire preuve d'une résilience remarquable en misant sur la poursuite de sa stratégie de modernisation économique fondée sur les chantiers d'investissement et sur des réformes structurelles qui jettent les bases d'une croissance économique durable dans un cadre de gestion des finances publiques assaini, transparent et modernisé à travers la digitalisation. Et malgré donc ces défis, les perspectives à moyen terme pour Djibouti restent favorables, avec une croissance annuelle du PIB stabilisée entre 6 et 7% à l'horizon 2027. Pour l'exercice 2025, la loi de finances initiale introduit une série de nouvelles mesures visant à l'optimisation des recettes directes à travers l'élargissement de l'assiette fiscale, la digitalisation de la gestion fiscale, le renforcement du recouvrement et le civisme fiscal. La deuxième question concerne un projet de loi portant ratification d'un accord de prêt additionnel pour le projet d'amélioration des bidonvilles et de développement urbain intégré à Boulaos. Le projet de loi a pour objet la ratification d'un accord de prêt additionnel d'un montant total de 2,9 milliards de francs Djibouti entre la Banque islamique de développement et la République de Djibouti dans le cadre du programme Zéro Bidonville. Cette enveloppe additionnelle vise à couvrir le financement nécessaire pour achever les investissements prévus dans le cadre des opérations de restructuration complète du quartier de Djegaboulouk et à lancer les premières activités prioritaires dans le quartier Djebel. Ce financement comprend la modernisation et la restructuration des infrastructures urbaines de Djegaboulouk et de Djebel, une amélioration de la gouvernance pour le renforcement des capacités des institutions, des activités de développement communautaire. La troisième question est relative à un projet de loi portant approbation des comptes financiers définitifs du Palais du Peuple pour l'exercice 2023. Les comptes financiers du Palais du Peuple pour l'exercice 2023 sont arrêtés en produit à 366 millions de francs Djibouti et en charge à 361 millions de francs Djibouti. Le résultat de l'exercice connaît une augmentation de plus de 6,6 millions de francs Djibouti par rapport à celui de 2022, qui était déficitaire de moins de 2,4 millions de francs Djibouti. Le total des produits s'élève à 366 millions de francs Djibouti en 2023. Ces produits sont constitués de la subvention de l'État, 261 millions de francs Djibouti, et des revenus des prestations de services, notamment la location des salles, 62 millions, et ces derniers augmentent de plus de 6 millions de francs Djibouti et représentent 17% des produits en 2023. Les charges de l'exercice se chiffrent à 361 millions 8 francs Djibouti et connaissent une baisse de moins 7,4 millions de francs Djibouti. La quatrième question concerne un projet d'arrêté portant approbation
du bilan d'ouverture de l'Agence de régulation multisectorielle de Djibouti au 1er janvier 2024. Cette approbation vise à doter la nouvelle entité d'État financier fiable et transparent, récapitulant sa situation financière et patrimoniale à cette date. Le bilan d'ouverture est arrêté à un actif total de 106 700 000 francs Djibouti et marque le point de départ de cette autorité administrative indépendante créée par la loi numéro 114 de l'année 2020, 8e législature, et soumise aux règles de la comptabilité publique. La 5e question est relative à un projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2023 de l'École nationale d'études judiciaires. En 2023, l'école judiciaire a des comptes financiers arrêtés en produits à 52 millions de francs Djibouti et en charges à 65 millions de francs Djibouti. Les produits se déclinent en subventions de l'État 43,5 millions et en hausse donc de 10 900 000 francs Djibouti, ainsi que des droits de scolarité de 4,6 millions de francs Djibouti. Les charges augmentent de 29 millions par rapport à l'exercice précédent. Cette hausse est liée à l'augmentation des services extérieurs et les charges de personnel. L'école a clôturé la formation de la première promotion des auditeurs de justice et des greffiers. Elle a également mis en place une bibliothèque de 500 ouvrages. Dans cette 18e séance, plusieurs projets de loi ont été lus et approuvés. Ensuite, la suite du rapport avec le porte-parole du gouvernement. La 6e question est relative à un projet de loi portant adoption des comptes financiers du Centre de recherche, d'information et de production de l'éducation nationale, plus connu sous l'acronyme de CRIPEN, pour l'exercice 2023. Les comptes financiers du CRIPEN pour l'exercice 2023 sont arrêtés en produits à 294 millions de francs Djibouti et en charge à 290 millions de francs Djibouti, avec un résultat net de plus de 3,3 millions de francs Djibouti. Les produits connaissent donc une augmentation de plus de 370 millions de francs Djibouti due à la subvention destinée à la production des manuels scolaires, donc 320 millions de francs Djibouti. Les charges de l'exercice connaissent une forte hausse, plus de 279,8 millions francs Djibouti, due à l'acquisition de manuels scolaires. Le CRIPEN a investi 23 900 000 francs Djibouti en acquisition de licences et de brevets, d'installations techniques, de matériel de bureau, informatique, ainsi qu'en matériel de transport. La 7e question concerne un projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2022 de la Poste de Djibouti. Les comptes de la Poste pour 2022 sont arrêtés en produits à 546 millions de francs Djibouti et en charge à 672 millions de francs Djibouti. Les produits d'exploitation s'élèvent à 513 millions de francs Djibouti et sont constitués de chiffres d'affaires 184 millions, en hausse de 42 millions de francs Djibouti, de la subvention de Djibouti Télécom 312 millions de francs Djibouti et des redevances sur les licences 10 millions de francs Djibouti. Les charges d'exploitation se chiffrent à 619 millions et augmentent de 10,8 millions de francs Djibouti par rapport à celles de l'exercice précédent qui était de 608 millions de francs Djibouti en raison de l'accroissement des charges de personnel. La Poste de Djibouti a investi 20 900 000 francs Djibouti en aménagement et construction, acquisition de mobilier, matériel de bureau et en matériel informatique. La 8e question est relative à un projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Agence djiboutienne de développement social, plus connue sous l'acronyme d'ADDS, pour l'exercice 2023. Les comptes financiers de l'ADDS pour l'exercice 2023 sont arrêtés en produits à 527 millions de francs Djibouti et en charge à 483 millions de francs Djibouti avec un résultat bénéficiaire de 43 millions de francs Djibouti. Le résultat de l'exercice connaît une légère augmentation et passe de 41 millions en 2022 à 43 millions de francs Djibouti en 2023. La DDS a mis l'accent sur l'accélération de l'exécution des projets d'infrastructure, le suivi régulier des chantiers. Plus de 70 ouvrages ont été construits et achevés sur l'ensemble du territoire national et le renforcement de la proximité avec les communautés bénéficiaires. Les montants des investissements au cours de l'année 2023 s'élèvent à 1,5 milliard de francs Djibouti et concernent l'exécution des projets, à savoir le projet Réponse au développement et aux impacts liés au déplacement dans la Corne de l'Afrique, le projet de développement urbain intégré, donc phase 2, et le projet d'appui à la réalisation des infrastructures socio-économiques et de promotion d'activités économiques dans les régions.
La 9e question est relative à un projet de loi portant approbation des comptes financiers 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, plus connue donc sous l'acronyme de ANPI. Les comptes 2023 de l'ANPI sont arrêtés en produit à 206 millions de francs Djibouti et en charge à 199 millions de francs Djibouti avec un résultat bénéficiaire de 7 500 000 francs Djibouti. Le résultat de l'exercice 2023 est excédentaire avec donc 7,5 millions de francs Djibouti et connaît une nette amélioration par rapport à celui de l'exercice précédent qui était déficitaire de moins 27 millions de francs Djibouti. Les produits affichent une hausse de 61,2 millions de francs Djibouti par rapport à ceux de l'exercice précédent, donc 145,6 millions de francs Djibouti. Ils sont constitués principalement des prestations de services et de la subvention de l'État qui augmentent respectivement de plus de 17 millions de francs Djibouti et de 29 millions de francs Djibouti. Les charges de l'exercice s'élèvent à 199,3 millions de francs Djibouti et connaissent une hausse par rapport à celle de l'exercice précédent. Les principaux postes de charge sont les autres achats, les achats externes et les charges de personnel. Ces dernières augmentent de 1,5 million de francs Djibouti. Le ministre de l'Intérieur, en Conseil des ministres, a fait un rapport donc, sur sa participation à la première évaluation de notre pays dans le cadre du GAFI Mohan. Donc, cette plénière a clôturé la première partie donc, de ce processus d'évaluation mutuelle en matière donc, de lutte contre le blanchiment et de financement du terrorisme qui avait débuté en avril 2023. La réalisation de notre pays dans cette lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment ont été donc saluées et le rapport a été adopté à l'unanimité. Et le risque de conséquences néfastes sur notre système financier et bancaire a été écarté. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu Mohamed Ali Chakir, l'ancien directeur du protocole d'État djiboutien, décédé hier lundi. Feu Mohamed Ali Chakir aura indubitablement marqué dans son empreinte l'histoire de notre administration publique, a déclaré le président Guelleh. Il aura notamment servi avec dévouement et fidélité le premier président de notre pays et père de la nation djiboutienne, Feu Hassan Gouled Abtedan, dont il a été sans discontinuité son directeur de protocole avant d'occuper les mêmes fonctions après mon élection à la magistrature suprême de notre pays, a rappelé le président Ismaël Omar Guelleh. Grand commis de l'État, il aura surtout donné le goût du travail bien fait à des générations entières dans notre pays, a-t-il indiqué dans le même élan. Exigeant et rigoureux, il était toutefois loin d'être sans cœur. Il a-t-il poursuivi, louant l'aptitude à l'amitié et la loyauté du défunt ancien responsable public. Puisse Dieu l'accueillir dans son paradis éternel, a imploré le président de la République, exprimant ses condoléances attristées à la famille et aux proches et amis du regretté. Patriarche à la tête d'une importante famille, Feu Mohamed Ali Chakir était une personnalité connue et appréciée des Djiboutiens. Il a rendu hier son dernier souffle alors qu'il était parti à la retraite depuis plusieurs années. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il est l'heure de l'appel à la prière de Salat. Dans l'actualité nationale, c'est dans le cadre des relations historiques et séculaires existantes entre la République de Djibouti et la République arabe sœur d'Égypte, le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Déléta Mohamed Délet, a effectué une visite officielle en Égypte à l'invitation de son Excellence Abdel Wahab Abdel Razak, président du Sénat égyptien du 24 au 29 novembre 2024. Le président de l'Assemblée nationale était accompagné d'une délégation parlementaire comprenant notamment le député Ibrahim Ahmed Abdo, M. Mohamed Hassan Farah et du conseiller aux affaires arabes Ali Hamdan Abdou. Placée sous les signes du renforcement des relations fraternelles et de coopération, cette visite de travail revêt une importance particulière, contribuant à consolider et promouvoir les relations d'amitié et de coopération déjà excellentes entre nos deux pays frères et particulièrement entre nos deux institutions parlementaires. La délégation parlementaire conduite par le président de l'Assemblée nationale, M. Délet Mohamed Délet, a eu droit à leur descente d'avion à un accueil très chaleureux de la part des autorités égyptiennes et de notre ambassadeur au Caire, son Excellence Ahmed Ali Barre. Ainsi, la première journée de travail a été consacrée par la visite au Sénat égyptien, rappelant au passage que notre pays et la République arabe entretiennent des relations de longue date, tissées par le fil de l'histoire et on partage un important socle culturel
culturelle et linguistique. Autre actualité de ce journal, dans le cadre de la 6e édition de la Semaine nationale du handicap, l'Agence nationale de personnes handicapées, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, a organisé ce matin dans le lycée d'État de Djibouti un atelier de sensibilisation. Le reportage avec May. Dans le cadre de la 6e édition de la Semaine nationale du handicap, l'Agence nationale des personnes handicapées, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, a organisé ce matin dans le lycée d'État de Djibouti un atelier de sensibilisation sur l'anti-harcèlement en milieu scolaire. L'atelier de sensibilisation a été co-présidé par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustafa Mohamed Mahamoud, et le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, de Ali Saïd Mahamoud, et a vu la participation du haut cadre de MEVOP et le responsable de l'agence de l'AMPH. Cet atelier a réuni des élèves, des enseignants et des intervenants spécialisés afin de discuter de l'importance de lutter contre toute forme de harcèlement au sein des établissements scolaires. L'atelier a permis de sensibiliser les élèves aux différents types de harcèlement, qu'ils soient physiques, verbal ou psychologiques, et d'explorer des stratégies de prévention et de gestion pour un climat scolaire plus inclusif et respecté. Les discussions ont également porté sur les impacts du harcèlement sur le bien-être et la réussite des élèves, ainsi que sur le moyen de soutenir les victimes et d'impliquer la communauté scolaire dans cette lutte. L'atelier a aussi permis de mettre en avant l'importance de la bienveillance, de l'écoute et de l'implication de tous dans la création d'un environnement scolaire où chacun se sent respecté et protégé. L'objectif de cet atelier est de sensibiliser les élèves et le personnel éducatif aux différents types de harcèlement, éduquer les élèves, les enseignants et les parents sur l'importance de l'inclusion et du respect, et ainsi qu'encourager la dénonciation du comportement des harcèlements. Le directeur général de l'ANPH, M. Doual Saïd Mahamoud, a souligné dans ses propos que la cérémonie s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de l'handicap. Le directeur a remercié vivement le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Mustafa Mohamed Mahamoud. Cet atelier s'est déroulé dans le lycée d'État et a consisté à un atelier de sensibilisation sur l'anti-harcèlement au milieu scolaire. Le ministre de l'Éducation a une grande importance pour nous, a-t-il indiqué, en particulier pour les personnes handicapées, car elles ont besoin de connaissances. Actuellement, 70% des personnes handicapées à Djibouti sont alphabètes, mais elles sont trop vieilles. La NPH est en train de mettre en place un plan lié à la formation professionnelle dont le ministère de l'Éducation est le leader. À Djibouti, il existe une école spéciale pour les personnes ayant des besoins particuliers. L'objectif principal de l'ANPH est que chaque enfant ait accès à une éducation de qualité. Nous voulons aussi mener différentes campagnes de sensibilisation. Il tient également à remercier les responsables du ministère de l'Éducation nationale, les enseignants et les élèves du lycée d'État. On écoute à présent un extrait de l'intervention du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Cette semaine, la semaine nationale, qui a été appelée, bien sûr, intitulée la semaine nationale de l'handicap. Donc il ne s'agit pas de fêter, mais il est question, bien sûr, de discuter, de faire le bilan sur ce qui a été fait et les avancées qui ont été donc réalisées en matière, bien sûr, de l'accompagnement, du soutien des personnes présentant un handicap. C'est une semaine où la République de Djibouti, la communauté djiboutienne, les responsables de l'agence, les ministères de l'Éducation nationale, toute la République, elle essaye donc de faire l'état de lieu des avancées pour ces personnes qui ont une habilité particulière. Habilité spéciale. Mais bon, je pense que même M. Doual sera d'accord avec moi, il ne faudrait plus qu'on utilise handicap, mais on dit des habilités. Habilité, il y a d'autres habilités. D'accord? Maintenant, malheureusement, dans notre culture, dès que ces personnes malvoyantes, malentendants ou qui a des problèmes au niveau de la jambe, ou des bras, ou des mains, ou parfois même au niveau des cerveaux, on les isole, on les met de côté. Et elle a très bien dit que parfois même, on les garde dans les maisons. Alors que normalement, cet enfant, il a droit à la vie. Il a droit à l'école, il a droit à la santé, il a le droit de vivre. Et alors maintenant, ce qu'on veut, si un enfant handicapé, et ça d'ailleurs de plus en plus, nous aurons maintenant avec le changement de mentalité, les parents acceptent à ce que l'enfant vienne à l'école. Donc vous aurez de plus en plus de personnes qui vont présenter des handicaps. Maintenant, ce qu'on vous demande, c'est de les accompagner,
de les aider, de les soutenir pour que, bien sûr, ils puissent suivre une scolarité normale. En marge des débats principaux du Forum Héritage 2024, la deuxième journée a mis en lumière une facette essentielle de cet événement, la présentation et la valorisation des travaux de recherche. Ce volet, souvent perçu comme le cœur battant de ce type de rencontre intellectuelle, a tenu toutes ses promesses, attirant l'attention des experts, des universitaires et des décideurs présents. Au programme, 20 chercheurs triés sur le volet parmi plus de 100 propositions soumises par des chercheurs de la région et d'ailleurs, ces études couvrant un spectre riche et varié de sujets allant des dynamiques socio-économiques aux enjeux géopolitiques, témoignant de l'effervescence intellectuelle qui anime la Corne de l'Afrique. Chaque présentation s'inscrit dans une quête d'approfondissement des problématiques régionales dans l'espoir d'offrir des solutions concrètes et fondées. L'échange autour de ces études a permis aux participants de croiser leurs perspectives et d'approfondir les thématiques explorées dans les présentations. Ces espaces de réflexion collective visent à traduire les résultats académiques en actions tangibles et en recommandations stratégiques pour les décideurs présents. Ce matin, au Palais du Peuple, un atelier de lancement et de formation a été organisé dans le cadre du projet de renforcement des capacités pour la mise en œuvre de la Convention de Rotterdam. Le reportage avec Maë. Au Palais du Peuple, un atelier de lancement et de formation a été organisé dans le cadre du projet de renforcement des capacités pour la mise en œuvre de la Convention de Rotterdam. L'événement a été présidé par M. Idriss Ismail Nour, directeur de l'environnement et directeur du projet, M. Jost. Cette session a rassemblé des cadres de l'administration publique ainsi que des étudiants engagés dans les questions environnementales. L'objectif de cet atelier était de sensibiliser les participants aux enjeux de la Convention et qui vise à promouvoir une gestion plus sûre de produits chimiques et de pesticides, tout en renforçant les capacités des acteurs nationaux à gérer ces substances dans le respect de normes internationales. Ces projets, soutenus par des partenaires internationaux, se veulent un levier pour améliorer les pratiques environnementales et renforcer la coopération régionale et internationale dans ce domaine. M. Idriss Ismail Nour a souligné l'importance de cette initiative pour Djibouti en précisant que la protection de l'environnement est au cœur des priorités nationales et que la mise en œuvre de la Convention de Rotterdam contribuera à renforcer la gestion de risques chimiques. Au nom du secrétariat des conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm, je voudrais remercier sincèrement le gouvernement de Djibouti et en particulier le ministère de l'Environnement et du Développement durable pour sa chaleureuse hospitalité et l'excellent travail accompli pour faire de cet atelier une réalité. Permettez-moi également de remercier l'Union européenne pour son généreux soutien financier sans lequel cet atelier et le projet qui en a résulté n'auraient pas possible. Enfin et surtout, je voudrais tous vous remercier d'avoir pris le temps et de participer à cet atelier malgré vos emplois de temps chargés. Nous sommes réunis ici dans le but de renforcer les capacités de Djibouti pour la mise en œuvre de la Convention de Rotterdam. La Convention de Rotterdam, sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause, applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international. On écoute à présent le directeur de l'environnement auprès du ministère de l'Environnement et du Développement durable. C'est pour moi un réel plaisir d'être parmi vous pour participer avec vous et prendre part à la cérémonie d'ouverture de l'atelier de lancement et de formation du projet de renforcement des capacités sur la mise en œuvre de la Convention de Rotterdam. Ce qui est important de noter, c'est que la Convention de Rotterdam est avant tout un instrument juridique traitant de la coopération internationale en matière de gestion des produits chimiques. Elle a pour objectif de protéger l'environnement et surtout la santé humaine contre les effets néfastes et intrinsèques des produits chimiques, en particulier les 53 produits chimiques qui sont listés dans l'annexe 3 de la Convention de Rotterdam. Comme si bien expliqué par le project manager, c'est une obligation de rapporter des réponses aux importateurs, mais c'est en aucun cas
permet de limiter les échanges qui existent. Cette convention veut dire, voilà, on a des produits chimiques qui existent chez nous, ils ont une certaine dangerosité dans notre pays, on prend des précautions. Est-ce que vous consentez à importer à Djibouti? Donc c'est pour ça qu'on appelle la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause à certains produits chimiques et pesticides dangereux. Ça veut dire que les produits chimiques qui vont rentrer, on va demander est-ce que vous consentez ou vous ne consentez pas. Donc si vous consentez, il faut mettre en œuvre toutes les mesures et dispositions nécessaires pour une gestion écologiquement rationnelle de ces produits chimiques. Le 26 novembre 2024, une rencontre importante a eu lieu au camp Cheikh Ousmane, précisément au centre d'instruction technique et tactique de l'armée, où le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, général Zakaria Cheikh Ibrahim, a eu l'honneur d'accueillir le Cheikh Abdelrachid Ali Sofi. Cet événement a réuni non seulement des responsables militaires, mais également des hauts responsables des forces de défense et de sécurité, témoignant de l'importance de cet échange. Au cours de cette rencontre, le Cheikh Abdelrachid Ali Sofi a pris la parole devant l'auditoire composé de hauts responsables des forces de défense et de sécurité. Dans son discours, il a insisté sur l'importance de se conformer aux enseignements et préceptes contenus dans la parole divine. Son intervention visait à orienter les membres des forces armées vers des valeurs fondamentales telles que la paix, l'unité et le bien-être qui sont au corps de l'islam. Le Cheikh Soufi a rappelé que ces principes ne se limitaient pas seulement à la sphère spirituelle, mais qu'ils devaient aussi guider les actions quotidiennes des membres des forces armées. Il a particulièrement souligné l'importance de la foi et de la responsabilité morale dans l'exercice de leurs fonctions. Selon lui, ces valeurs sont essentielles pour garantir non seulement l'efficacité des forces de défense, mais aussi le respect de la dignité humaine, de la justice. Le Cheikh Ali Soufi a encouragé les militaires à être des modèles de discipline, de respect et de bienveillance dans le cadre de leur mission et a toujours s'efforcé d'agir selon des principes éthiques qui favorisent la cohésion sociale et la sécurité nationale. Ainsi, cette rencontre a été un moment marquant de rapprochement entre les autorités militaires et religieuses visant à renforcer la dimension morale et spirituelle des forces de défense et de sécurité, tout en réaffirmant leur rôle primordial dans la préservation de la paix et de l'unité nationale. Direction Ali Sabiha à présent, où un événement marquant a eu lieu à l'hôpital régional d'Ali Sabiha, Dr Ahmed Absi Warsama. Un test pilote d'un modèle de drone destiné à la livraison de colis médicaux entre Ali Sabiha et Ali Adé. Marquant est lié à l'hôpital régional d'Ali Sabiha, Dr Ahmed Absi Warsama, un test pilote d'un modèle de drone destiné à la livraison des colis médicaux entre Ali Sabiha et Ali Adé. Cette innovation pourrait transformer les services de santé dans cette région en facilitant l'acheminement rapide des médicaments et des équipements essentiels, surtout dans les zones reculées où l'accès est souvent limité. Le test a été réalisé en présence de Mohamed Miguel Hassan, le directeur général de l'hôpital régional, ainsi que des professionnels de santé. Ces projets ambitieux vise à améliorer l'efficacité des systèmes de santé en réduisant les délais de livraison de fournitures médicales critiques, en particulier dans les moments d'urgence. Ces projets du Centre de leadership et de l'entrepreneuriat clé testent visaient à démontrer l'efficacité de l'utilisation de ce modèle de drone dans le secteur médical pour la livraison rapide et sécurisée des colis médicaux pour un poids de 5 kg. Direction le Nord à présent. Aujourd'hui, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a officiellement lancé la campagne nationale des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre au village de Markazi, à Obok. Contre les violences basées sur le genre au village des Markazi à Obor. Le thème de cette année, tous unis pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles. Lors de l'événement, plusieurs personnalités ont pris la parole, notamment Madame Fatma Moussa, secrétaire générale de l'UNFD, le coordinateur du système des Nations Unies, le préfet de la région d'Obok, le président du conseil régional, la députée d'Obok, de représentants de le Haut Commissariat, le représentant de l'ONARS, ainsi que les 3 représentants des camps de réfugiés à Djibouti. Le discours
auront mis en avant l'importance de lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles, tout en soulignant la nécessité d'une collaboration active pour promouvoir l'autonomisation des femmes et de renforcer les initiatives locales. La remise des certificats au comité de lutte contre les violences a marqué un moment fort de la journée, reconnaissant leur engagement et leur rôle actif dans la transformation de leur communauté. Cette campagne témoigne de l'engagement de l'UNFD et de ses partenaires à construire une société inclusive où les droits des femmes et des filles sont pleinement respectés, protégés et valorisés. Nous allons écouter les interventions respectives du préfet et du président du conseil régional de la région de Bok. L'occasion pour nous tous de renouveler notre engagement à promouvoir les droits des femmes et à garantir leur pleine participation au développement social, économique et politique. Le thème de cette année, vers PK plus 30, tous unis pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles, revêt une signification particulière. 30 ans après la conférence de Pékin, il est impératif de renforcer nos efforts pour mettre en œuvre les engagements pris à cette époque, particulièrement en ce qui concerne la protection des femmes et des filles dans les situations de crise. Leur vulnérabilité est encore plus grande dans de telles situations. Il est donc crucial d'assurer leur accès à la justice, à l'éducation et aux soins de santé pour qu'elles puissent vivre en toute sécurité et dignité. Aujourd'hui, les jeunes filles sont en train d'éprouver qu'elles valent aussi bien que les hommes et qu'aujourd'hui, les combats que nous menons, que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine dans les violences basées sur le genre, ça peut être les violences physiques, ça peut être les agressions, ça peut être les pressions psychologiques. Tous ces méfaits doivent cesser à l'encontre des jeunes filles et des femmes qui sont des nôtres. Ces lancements, c'est l'occasion pour nous de rappeler, comme je le disais, les efforts, mais également les combats. Donc, le gouvernement de la République, en premier lieu duquel il faudra citer le chef de l'État, chef de gouvernement, El-Haj Ismaïl Omar Guelleh, et la première dame de notre pays, Mme Khadra Mahmoud Haïd, qui mène un combat sans relâche pour l'émancipation de la femme djiboutienne. Poursuivons dans les interventions. À présent, écoutons le représentant du HCR et le secrétaire exécutif de l'ONARS. Au monde entier, on a recensé chaque jour, je dis bien chaque jour, 137 femmes sont tuées par un membre de leur famille. 137 par jour. C'est énorme. Et quand on vit dans un pays comme Djibouti, qui est un havre de paix, de sécurité, parce qu'aujourd'hui, on ne doit pas le cacher, c'est quand même le pays, le carrefour, le géant de l'asile politique, de l'asile, je dirais, au niveau des humanitaires. Tous ces géants autour, je dirais l'Éthiopie, je dirais la Somalie, le Yémen et autour. Mais au niveau de l'asile humanitaire des réfugiés, c'est bel et bien Djibouti. Et je pense que c'est vraiment une force. Cette campagne-là est très bienvenue et à un bon moment. Chacun de nous ici doit sensibiliser. Nous sommes tous des ambassadeurs. On ne doit pas venir à la cérémonie et repartir et laisser les violences à gauche ou à droite, même chez les voisins. Vous devez continuer à passer le message pour que les violences cessent définitivement. Et quand je dis cesse, je sais de quoi je parle. Je terminerai en disant que je souhaite au nom du HCR une excellente campagne de sensibilisation, de communication sur les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Et j'invite toutes les femmes, les jeunes filles, les mamans et aussi les hommes en particulier dans cette lutte de toujours œuvrer pour que les femmes et les filles ne soient plus victimes de violences. Cependant, nous ne devons pas baisser les bras. Ce 30e anniversaire doit être l'occasion de réaffirmer notre détermination à agir sans relâche. C'est un rappel que même dans les situations les plus précaires, il est fondamental de garantir leur sécurité, leur dignité et leurs droits. Il s'agit d'une priorité absolue que nous ne devons en aucun cas négliger. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude envers l'Union nationale des femmes djiboutiennes et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
pour leur soutien constant et leur partenariat dans cette noble cause. Leur engagement inébranlable est essentiel pour mettre à bien cette campagne. Mesdames et messieurs, le combat contre toute forme de violence, c'est le combat de notre président Ismaïl Omar Guelleh, est loin d'être terminé. Bien que de nombreux défis persistent, notre volonté de les surmonter est plus forte que jamais. L'ONARS, en tant qu'organisme gouvernemental chargé de la protection et de l'assistance aux réfugiés, ne ménagera aucun effort pour sensibiliser, éduquer et mettre en place des mécanismes de protection renforcés pour assurer les services qu'elle mérite. On écoute à présent la représentante de l'IGAD et le coordinateur du système des Nations Unies à Djibouti. Ce thème est un appel à réaffirmer notre détermination à construire un monde où chaque femme, chaque fille puisse vivre à l'abri de la peur et de la discrimination. Un monde où elles peuvent s'épanouir pleinement. C'est aussi un rappel que le changement ne peut pas attendre. Nous devons réagir maintenant. Agir, c'est renforcer les lois et les politiques qui protègent les femmes. C'est éduquer les jeunes générations dans le respect et l'égalité. C'est soutenir les victimes et briser le silence qui entoure trop souvent ces violences. Et surtout, c'est unir des forces, gouvernements, organisations, communautés et individus pour transformer nos engagements en actions concrètes. Alors que nous approchons du 30e anniversaire de la déclaration du Béijing, rappelons-nous que chaque effort compte, chaque voix compte, chaque action compte. Ensemble, faisons de ce monde un endroit où aucune femme, aucune fille ne vivra plus jamais sous la joug de la violence. Assurer que chacun de nous, on ne va jamais utiliser quelque violence physique ou psychologique contre les femmes. Après, éduquer nos enfants. On a plusieurs entre nous, on a des filles, on a des fils, on a des garçons. Il faut éduquer les filles pour assurer qu'elles ne vont jamais tolérer un homme les battre ou utiliser la violence contre eux. Mais aussi, il faut que nous, on éduque nos enfants, les garçons, pour aussi qu'ils deviennent activistes et qu'ils ne vont jamais utiliser la violence contre les femmes. Les violences contre la femme, c'est tout notre problème. Si on a la connaissance qu'il y a une violence contre une femme dans une maison, dans un bureau, dans une institution, il faut intervenir. Ce n'est jamais une question privée, c'est la question de tous nous. Il ne faut pas laisser que la violence continue et après dire, bon, ce n'est pas moi, c'est leur maison, ça c'est à eux de le régler. Non, c'est à tous nous comme société de régler et arrêter la violence contre la femme. On écoute à présent la secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatouma, qui a indiqué que cette campagne témoigne de l'engagement de l'UNFD et de ses partenaires à construire une société inclusive. Le leadership inspirant et la vision éclairée de la première dame et présidente de l'UNFD, son Excellence Mme Khadra Mohamed Haït, l'Union nationale des femmes djiboutiennes s'investit depuis plusieurs décennies avec détermination dans la lutte contre toute forme de violence faite aux femmes et aux jeunes filles. Il est indéniable que la réponse contre le VBG ne peut être exhaustive sans une politique de prévention solide qui agit comme un levier essentiel pour changer les croyances, les aptitudes et le comportement des communautés. En matière de prévention, l'Union nationale des femmes djiboutiennes mène des actions concrètes sur le terrain pour former, informer, communiquer et sensibiliser la population pour l'éradication contre toute forme de violence faite à l'égard des femmes. En collaboration avec nos partenaires de développement, nous avons planifié une série d'actions ambitieuses mobilisant toutes nos équipes tout au long de cette campagne. Ces activités se dérouleront sur l'ensemble du territoire national et incluant des campagnes de sensibilisation communautaire pour informer et éduquer sur les violences basées sur le genre et leurs conséquences. Pour lutter efficacement contre la violence basée sur le genre, il est primordial de mettre en place des réponses solides afin de mettre fin à l'impunité des auteurs de ces infractions odieuses et d'accélérer ce processus multisectoriel grâce à des stratégies nationales dotées de ressources adéquates.
Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans le titre, au Liban, 10 morts dans des frappes israéliennes, espoir de trêve très éminent. Le reportage avec Fardous. 10 personnes, dont un soldat libanais, ont été tuées et 17 autres blessés lors des 3 frappes aériennes israéliennes visant la ville de Tyr. Ces raids interviennent à la suite d'un week-end marqué par des intensifications de violences entre Israël et le Hezbollah. Les troupes israéliennes ayant dynamité des habitations dans la localité de Kiham, proche de la frontière, avançant sous le couvert de raids, de tirs d'artillerie, de tirs au phosphore, a annoncé l'agence officielle libanaise. L'agence a également signalé des bombardements israéliens sur le château de Beaufort, une ancienne forteresse croisée en ruine utilisée comme base par l'armée israélienne pendant son occupation du sud du Liban de 22 ans qui s'est achevée en 2000. Autre actualité internationale, l'Organisation mondiale de la santé a décidé de maintenir son niveau d'alerte maximale face à l'épidémie de Mpox. Le reportage. L'Organisation mondiale de la santé a décidé de maintenir son niveau d'alerte maximale face à l'épidémie de Mpox qui sévit en République démocratique du Congo et dans les pays voisins. Depuis le début de l'année, 19 pays africains ont signalé des cas de Mpox, tandis qu'au Canada, un cas a été confirmé lié à un voyage en Afrique centrale et orientale. En RDC, principal foyer de l'épidémie, plus de 40 000 cas et plus de 1000 décès ont été enregistrés. Malgré ces chiffres alarmants, le pays déploie des efforts soutenus pour limiter la propagation, notamment face à une nouvelle souche plus contagieuse détectée dans l'est du territoire. L'OMS ayant déclaré une urgence de santé publique internationale en août, poursuit son action pour mobiliser des fonds, coordonner les réponses et accélérer le développement de vaccins. À ce jour, plus de 50 000 personnes ont été vaccinées et une nouvelle campagne débutera la semaine prochaine à Kinshasa. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.